Alors, un mot qui est Michel Serres, pour ceux qui ne le connaîtraient pas suffisamment. S'il fallait Michel Serres, vous définir d'un trait, philosophiquement, je dirais que vous êtes un philosophe voyageur, un grand voyageur de la philosophie. Vos ouvrages, il y a du souffle dans vos ouvrages. Vous emmenez vos lecteurs dans l'odyssée des sciences, dans l'odyssée de l'humanité, et je dirais que vous êtes même une sorte de marin de la philosophie. Laissez-moi dire d'un mot pourquoi ce terme. D'abord, il faut savoir que Michel Serres se destinait initialement à une vocation dans la marine. Il a commencé l'école navale avant de rejoindre l'école normale supérieure et de commencer la philosophie. Il me racontait il y a 2 minutes qu'il avait participé en tant qu'officier à la réouverture du canal de Suez, il avait vogué sur de multiples bateaux, sur de multiples tempêtes, et ça se ressent, je crois, dans ses livres. Mais au-delà de... Surtout la tempête. Au-delà de cet aspect, je dirais, historique, il y a une dimension, je dirais, philosophique dans le voyage que vous proposez à vos lecteurs. S'il fallait faire un état des lieux de la philosophie française au XIXe siècle, il y a quelques grands noms qui reviendraient. Michel Serres en est, il se compte sur les doigts de la main. Michel Serres, sans doute Emmanuel Lévinas, sans doute Paul Ricoeur, sans doute Emmanuel Lévinas. Il y en a quelques-uns, et l'étrange point commun de tous ces philosophes, je dirais, c'est qu'ils ont essayé de penser l'errance de l'humanité. Il est arrivé au XXe siècle des événements qui ont, en quelque sorte, déporté l'humanité hors d'elle-même, qui l'ont excentrée hors d'elle-même. Des événements tragiques, des événements, pensons au camp, pensons au totalitarisme, mais des événements aussi techniques et scientifiques. La science n'a cessé de nous faire sortir de nous-mêmes, et d'abord physiquement, de nous emmener sur la Lune et puis dans l'espace, donc de nous déporter de nous-mêmes en quelque sorte. Et donc je dirais que tous les philosophes du XXe siècle ont essayé de penser la manière dont l'humanité en quelque sorte a perdu son sol naturel dans lequel elle évoluait depuis toujours, pour le meilleur et pour le pire en quelque sorte. Et donc l'homme des philosophes français du XXe siècle, mais pas uniquement des philosophes français, c'est un homme qui est en quelque sorte qui erre hors de l'humanité pour les meilleurs et pour le pire. Mais je dirais que Michel Serres, le grand mérite de l'œuvre de Michel Serres, c'est de non seulement théoriser cette idée d'une humanité qui en quelque sorte a perdu son sol, a perdu son assise, a perdu ses certitudes, a perdu l'idée de nature humaine, c'est complètement volatilisé alors qu'elle était une évidence pour tous les philosophes classiques. Donc ce n'est pas seulement de théoriser cette idée d'un décrochage en quelque sorte de l'humanité. Je dirais que Michel Serres la pratique. Il la pratique réellement. Michel Serres est un très grand passeur de savoir. Il est capable de vous parler des théorèmes et puis des grandes questions éthiques et puis des grandes questions d'architecture. Il fait circuler les savoirs dans ses œuvres, il les fait passer, et c'est, je crois, un des derniers représentants en quelque sorte d'un esprit encyclopédique. C'est très rare et c'est précieux, parce que ça vous épargne, quand vous êtes lecteur, quand vous commencez à la philosophie, ça vous épargne beaucoup de faux trajets, ça vous donne les bonnes directions. Et je crois que c'est très précieux. Donc je dirais quelqu'un qui pratique le voyage, Michel Serres est professeur à l'université Stanford aux États-Unis. C'est là qu'il a acquis une reconnaissance, parce que c'est vrai que l'université française l'a longtemps boudé avant que le public français et européen trouve en lui un repère philosophique. Il enseigne aux États-Unis, donc il traverse souvent l'Atlantique, mais il est aussi académicien, mais il est aussi
écrivain. C'est une des choses qui est aussi singulière dans son œuvre. Le style, je vous lirai dans un instant un extrait d'un texte de Michel Serres. Il a inventé une écriture philosophique. Souvent, vous savez, les textes philosophiques sont assez arides et désagréables, et on se réfugie dans le roman pour avoir un peu de style et de respiration dans la langue. Eh bien, dans les textes de Michel Serres donnent à penser, mais donnent aussi à apprécier le style de la langue. Il travaille la langue avec beaucoup de soin. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu, d'ailleurs, je crois, en partie, son élection à l'Académie française, où il y a peu de philosophes. D'un mot sur votre parcours intellectuel, vous avez commencé par une thèse sur Leibniz, et dans les pas de Leibniz, ensuite, vous avez fait toute une série qui s'appelle Hermès, le dieu Hermès de la communication, sur justement cet enjeu de la communication. Nous étions dans les années 60 en France. À ce moment-là, on ne jurait que par le marxisme, que par l'image de l'homme travailleur et producteur, par l'idée d'une économie, de la grande industrie qui est porteuse d'une révolution de l'humanité. Eh bien, à ce moment-là, Michel Serres prédit que l'avenir, ce n'est pas la société de production, ce n'est pas l'économie de la production, c'est la société des réseaux et de la communication. Il prédit ça dans les années 60. Il se fait sinon moqué, en tout cas, il n'est pas écouté par les siens. Il se fait que le monde d'aujourd'hui, c'est celui qu'il a anticipé. Anticiper, un grand mot de la philosophie de Michel Serres. Il donne pour tâche aux philosophes d'anticiper, de saisir ce qui est nouveau dans le temps présent, ce vers quoi nous allons. Et il le fait de manière souvent saisissante. Je parlais de l'anticipation de la communication dans cette série d'ouvrages intitulée Hermès, du dieu grec. Mais il y a, après tout le travail sur Hermès, il y a un livre célèbre, Le Contrat naturel. Michel Serres me le rappelait il y a un instant, c'est un texte, Le Contrat naturel, donc qui anticipe en quelque sorte la grande question écologique que nous avons aujourd'hui tous en tête. Ce texte a été pensé il y a plus de 20 ans, et il y a plus de 20 ans, Michel Serres mettait sur la table cet enjeu écologique en disant que nous étions dans un bateau qui était en train, encore la métaphore navale, nous sommes dans un bateau qui est en train de prendre l'eau. Il n'est plus temps de se disputer entre nous, mais de réparer le bateau. Il disait ça il y a 25 ans. Il commence à être entendu. Donc philosopher, c'est anticiper. Anticiper, ça nécessite aussi une mémoire, c'est-à-dire pour se projeter dans l'avenir, il faut penser l'histoire de l'humanité. C'est un des autres grands thèmes de Michel Serres, c'est son idée ce qu'il appelle le grand récit, c'est-à-dire que depuis 20 ans, alors que la dominante dans la philosophie est de dire que nous vivons la fin des grands récits, le communisme, l'avenir radieux, les grands récits, le progrès, les grands récits de l'humanité sont morts. Eh bien, Michel Serres dit vous avez tout faux. En réalité, il se passe une révolution aujourd'hui dans les sciences incroyable. Les sciences se sont mises à parler un nouveau langage qui n'est plus le langage des algorithmes mathématiques, mais qui est le langage de l'histoire. Les sciences ont été amenées dans les 20 dernières années à dater, c'est-à-dire à dater le commencement de la vie, le commencement de l'univers, le Big Bang bien entendu, mais le commencement de la Terre, mais le commencement de la vie, mais le commencement de l'humanité. Toutes ces dates sont aujourd'hui très très précisément connues. Et l'ambition de Michel Serres, dans ce qu'il appelle le grand récit, c'est de mettre en commun toutes ces découvertes pour raconter dans un récit notre histoire, et qu'il y ait en quelque sorte une histoire commune de l'humanité sur base de ces grandes découvertes scientifiques. Donc anticiper, connaître, savoir d'où nous venons, voilà les deux grands pôles de la réflexion de Michel Serres. Le faire avec quelles armes? En essayant de maîtriser à la fois la science, les sciences et les lettres. C'est aussi un des grands mérites de Michel Serres, d'être capable de passer du langage des sciences dures à celui des sciences humaines. C'était une séparation que l'on croyait définitive. Non, il est possible de rendre intelligible aux lettrés les grandes découvertes scientifiques, et il est possible d'exposer ou de mettre en discussion philosophique les questions les plus ardues de la science, et de réfléchir avec les scientifiques. Voilà un petit peu les voies qu'emprunte Michel Serres. Elles sont nombreuses. Je vais juste, pour terminer, pour vous donner une idée, parce que je crois que c'est très important. Il y a peu de philosophes écrivains aujourd'hui. Michel Serres en est un. Je voudrais vous lire un extrait qui cerne d'ailleurs sur ce thème de l'errance et du fait que l'humanité
a perdu son sol. Je voudrais vous lire un extrait donc de ce texte majeur, Le Contrat naturel, publié en 1990, pour que vous ayez un peu une idée de la prose de Michel Serres si vous ne la connaissez pas encore. De la nature dont nous parlions autrefois, monde archaïque dans lequel nous vivions plongés, la modernité appareille, dans son mouvement croissant de déréalisation. Devenue abstraite, inexpérimentée, l'humanité développée décolle vers les signes, hante les images et les codes, et volant au milieu d'eux, n'a plus rapport dans les villes, à la vie, ni aux choses du monde. Vautrée dans le doux, elle a perdu le dur. Voyageuse et parlière, informée. Nous ne sommes plus là, nous errons hors de tout lieu. Appareillée assez loin de notre terre, nous pouvons enfin la considérer toute. Le paysan, dos courbé, vivait du sillon et ne voyait que lui, et le sauvage seulement sa clairière ou les sentiers à travers le massif forestier. Le montagnard sa vallée, découverte des alpages. Le bourgeois la place publique, observée de son étage. Le pilote d'avion, une portion de l'Atlantique. Voilà une boule floue environnée de turbulences, la planète Terre telle que la photographient les satellites. Toute. À quelle distance volons-nous pour l'apercevoir ainsi globalement? Nous sommes tous devenus des astronautes, entièrement déterritorialisés. Non point comme autrefois un étranger pouvait l'être à l'étranger, mais par rapport à la terre de tous les hommes ensemble. De ce petit port local et de ces médiocres objets, nous sommes appareillés. Notre plus récent voyage nous amène de la terre avec un petit T que cultive le paysan, à la terre avec un grand T, le globe. L'humanité entière vole comme planent les astronautes, hors de leur habitacle, mais reliée à lui par tous les réseaux disponibles, par la somme de nos savoir-faire, de l'argent, du travail et des capacités de tous, de sorte qu'ils représentent l'actuelle condition humaine hautement développée. Vu d'en haut, de ce nouveau haut lieu, la Terre contient tous nos ancêtres, mêlés indistinctement, de l'histoire universelle, universel tombeau. Quel service funèbre annonce de loin tous ces panaches de vapeur. Et comme d'ici étant, nul ne perçoit de frontières, de toute façon abstraite, on peut parler d'Adam et d'Ève, nos premiers communs parents, donc, de la fraternité, pour la première fois, enfin, l'humanité. Voilà, en deux mots, un discours sur une humanité décentrée. En règle générale, ce sont des nostalgiques qui nous tiennent ce discours. Nous avons perdu la Terre. Non, chez Michel Serres, ce n'est pas nostalgique. Il y a l'idée d'une utopie derrière le fait de prendre acte de la crise dans laquelle nous sommes. Je lui cède maintenant la parole pour développer ce propos. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la présentation de Martin Legros, qui vaut beaucoup plus pour son talent que pour mon propre mérite. Merci beaucoup. Je suis venu ici pour vous parler de mon dernier livre, Le temps des crises. Et pour commencer, j'aimerais d'abord définir le terme, parce que le fait de définir un mot donne une clarté quelquefois sur la chose. Vous savez sans doute que le mot critique est un mot juridique, et j'en parlerai tout à l'heure, mais que le mot crise d'abord peut être pris dans son sens médical. Vous savez certainement ce que c'est qu'une crise de nerfs, qu'une crise de foie, qu'une crise de cœur, qu'une crise cardiaque, etc. Et il s'agit là de la montée en puissance d'une maladie et qui atteint à un moment un apex, c'est-à-dire un sommet quasi insupportable, c'est ça la crise. Et à partir de ce sommet, l'organisme doit choisir. Et il faut rappeler à ce moment-là le sens juridique, parce que le mot crise vient d'un verbe grec qui veut dire choisir. Choisir, décider. Décider, c'est-à-dire juger. Et le juge, en effet, choisit ou décide si le prévenu qui se trouve devant lui est coupable ou innocent. Et de fait, l'organisme, lorsqu'il arrive au sommet de cette croissance maladive ou morbide, l'organisme est sommé de choisir. Et de choisir entre quoi? Et c'est là que la chose est intéressante. Supposons par exemple qu'un organisme soumis à une telle crise guérisse. À ce moment-là,
une école médicale ancienne disait fréquemment que la guérison en question, c'était le retour à l'état antérieur. Et en effet, dans l'état antérieur, on était en bonne santé, et que le guérison était tout simplement au retour au statu quo ante, ce qui se passait avant. Et la plupart des médecins, plus récemment, et les biologistes aussi, ont fait observer que si on revenait à un état antérieur, on revenait dans toutes les conditions préalables qui avaient précipité l'organisme dans la crise. Et comme en retour, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on reviendrait à la crise comme en cercle. Et du coup, il y a une nouvelle philosophie aujourd'hui de la guérison qui consiste à dire que l'organisme, de façon radicale, invente un nouvel état. Et que la crise amène l'organisme à un choix, où tu meurs, où tu survis. Mais si tu survis, il ne faut pas que tu reviennes à l'état antérieur, mais que tu inventes, ou que l'organisme invente un nouvel état de choses. Et à mes yeux, cela m'amène presque à une définition vivace de la vie. Qu'est-ce que la vie? C'est la capacité d'inventer ce nouveau-là. C'est-à-dire, votre organisme est capable, à la fin d'une maladie sévère, d'inventer une nouvelle personnalité organique. C'est invention de la nouveauté. Et la vie, ça doit être ça, cette espèce de capacité d'inventer du nouveau. Et si on se ramène maintenant de la définition biologique ou médicale à la définition que nous utilisons tous les jours de la crise économique ou financière ou bancaire, etc., on s'aperçoit assez vite qu'il y a obligation d'inventer du nouveau, car si on revenait à l'état antérieur, bien il arriverait ce qui est arrivé au XIXe siècle en France, où il y a eu la Révolution française et puis une restauration, après la restauration, une nouvelle révolution, avec une nouvelle restauration, puis une nouvelle révolution, puis un troisième empire, puis la commune. Vous voyez, chaque fois on revenait en arrière et on retombait exactement sur la même situation critique. Et donc, s'il y a aujourd'hui une crise, il est intéressant de suivre cette définition biologique ou médicale qui impose d'inventer du nouveau. Et c'est ça qui est intéressant dans la situation où nous sommes. Faut-il inventer du nouveau et comment? Et voilà la question. Mais au préalable, il faut que je décide s'il s'agit vraiment d'une crise. Bon, dans tous les journaux, vous avez appris aujourd'hui, dans certains livres, que la crise a touché la banque, le casino bancaire, qu'il a touché la finance et plus profondément l'économie parfois. Mais cette définition me paraît, et je commence par cette métaphore dans mon livre, il se trouve que, puisque je suis à Stanford, c'est sur une faille très profonde qui s'appelle la faille de Sant'Andrea, et en 1989, j'ai été présent à un tremblement de terre même plus fort que celui de nos amis haïtiens, qui a fait 200 000 morts à Port-au-Prince il y a environ quelques semaines. Et sur ce tremblement de terre, j'ai eu l'expérience vraiment décisive de ce que pouvait être une catastrophe de ce genre. Tout frémit, tout tombe, les gens tombent, etc. On entend un tonnerre extrêmement profond, etc. Mais vous le savez, les physiciens du globe ne s'arrêtent pas à ce frémissement superficiel. Et ils descendent et ils sondent de la terre profonde, et ils ont inventé ce qu'on appelle la théorie des plaques tectoniques. Et vous savez, à des kilomètres en profondeur, il y a des plaques qui sont soumises à des tensions, et ces tensions déterminent à un moment un épicentre du tremblement de terre qui cause le frémissement superficiel. Et je crois que la crise que nous analysons et qui est pour nous assez présente et spectaculaire, n'est qu'un frémissement superficiel, et j'ai voulu avoir plus ou moins la vision ou le geste du physicien du globe qui va plus profond pour aller voir d'où vient cette affaire-là. Et j'ai essayé de faire cet effort dans ce livre. Et pour faire cet effort, voici comment j'ai procédé. J'ai tenté de regarder non pas dans les 6 mois, non pas dans l'année, non pas dans les 2 années qui précèdent, mais en élargissant un peu la vision,
de regarder ce qui s'est passé dans les 2 ou 3 ou 4, à la rigueur, décennies qui nous précèdent. Et je vois des phénomènes puissants, profonds, décisifs, qui ont changé complètement notre rapport au monde, notre corps, notre espérance de vie, etc. Je les récite rapidement. Par exemple, dans les années 2000-2001, puisque nous ne savons plus compter et que nous avons fêté l'arrivée du millénaire en 2000 et non pas en 2001, un journaliste m'a demandé quel est l'événement le plus important du XXe siècle. Et j'ai répondu le fait que la paysannerie, qui comprenait plus de la moitié de l'humanité en 1900, représente aujourd'hui 1,8% de l'humanité en 2000, et par conséquent, je crois que l'événement le plus décisif du XXe siècle, ça a été la chute du nombre des paysans dans les pays analogues aux nôtres. Belgique, France, Allemagne, îles britanniques, Amérique, c'est-à-dire les pays occidentaux. Et de fait, en effet, il y avait dans votre pays comme dans le mien environ 70%, 75% de paysans en 1900, il n'y en a plus que 1, d'ailleurs le chiffre baisse encore, 1,5%. Et alors à ce moment-là, justement, Martin Legros parlait de la nouveauté ou des nouvelles, et j'ai tenté dans ce livre de chercher si je pouvais trouver une mesure de la nouveauté. Et est-ce qu'il y a je pourrais trouver une manière de mesurer l'intensité de la nouveauté d'un événement donné? Bien entendu, dans les nouvelles que vous lisez dans les journaux tous les matins, il y a rien de nouveau, généralement. Non, il n'y a pas rien de nouveau. Il y a des catastrophes, des assassinats, des prises de pouvoir. Ça dure depuis que le monde est monde. Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau? Eh bien, voilà. Je vous propose une mesure. Un événement est d'autant plus nouveau, où sa nouveauté est proportionnelle à la longueur de temps que cet événement arrête. Et voyons, l'événement, c'est la chute du nombre des agriculteurs sur notre sol. Mais depuis quand étions-nous les agriculteurs? Depuis quand l'humanité était totalement agricole ou s'adonnait à des activités de culture ou d'élevage? Depuis que nos ancêtres communs ont inventé de domestiquer des espèces de faune et de flore. C'est le néolithique. Ah, et donc l'an 2000, ce serait la fin du néolithique. Eh oui. Et vous avez vu ça sur les journaux? Mais c'est un événement considérable. C'est un événement d'une nouveauté extraordinaire, n'est-ce pas? Et bien voilà, nous avons vécu la fin du néolithique sans nous en apercevoir. Un événement aussi géant que ça arrive sur des pattes de colombe. Elle arrive comme un voleur dans la nuit et nous ne nous en apercevons pas. Nous sommes en train de devenir d'autres gens. Enfin, jusqu'en des années 1800-1850, il y avait 3 à 8% de l'humanité qui habitait dans les villes. Les autres habitaient à la campagne. Et on vous a appris une histoire qui est une histoire des villes. Une histoire de Babylone, de Jérusalem, d'Athènes, de Sparte, de Thèbes, de Venise, de Rome, de Washington. Ça fait 3% de l'humanité, oui. Et ceux qui restaient se sont effondrés en l'an 2000. Mais ce sont des événements colossaux, oui, considérables. Et on n'en tient pas compte. Voilà la profondeur de la crevasse que je suis en train de creuser, de faire voir. Je vais dans des plaques profondes, vous le sentez. Par exemple, autre événement, la mobilité. Vous savez que l'humanité a toujours été mobile, l'homme est un homme voyageur, comme l'a dit Martin tout à l'heure. Oui, mais il se trouve qu'en 2006, les compagnies aériennes ont déplacé 1/3 de l'humanité. 2,5 milliards de personnes. Vous le saviez ? Non, cette mobilité est telle que vous pensez bien que c'est pas très important de transporter des hommes ou des femmes. C'est pas ça l'important. C'est que chaque homme et chaque femme porte avec lui une quantité donnée de bactéries, de microbes, etc. Et ça fait un mélange de microbes tel que l'état sanitaire de l'humanité se transforme à chaque fois
qu'on a des transports de cet ordre. Et cela, peut-être, va nous amener demain matin à des situations épidémiques non prévues et peut-être pas maîtrisables. D'où la panique sur les épidémies aujourd'hui ne sont pas gratuites. Vous voyez, c'est que peut-être, en effet, rien que la mobilité aujourd'hui des corps humains nous amène à des situations microbiennes imprévues. Troisièmement, puisque je suis dans la santé, parlons de la santé. Eh bien, une statistique connue de l'OMS donne comme chiffre le suivant: un médecin des années 39 qui précède la Seconde Guerre mondiale a dans sa clientèle, parmi ses patients, sur 10 patients, il a 4 syphilitiques, 3 tuberculeux et 3 autres. Dès les années 45-50, étant donné l'arrivée de la pénicilline, des antibiotiques et des sulfamides, il n'a plus que les 3 autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, la médecine devient... elle était très bonne autrefois en termes de diagnostic, quelquefois de pronostic, mais très faible du point de vue des soins. Et tout d'un coup, la médecine devient efficace. Et beaucoup d'historiens de la médecine disent, avec apparence de raison, que la médecine a été inventée en 1960. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire que le recul des maladies infectieuses à cette époque-là, attention, et le recul de la douleur, je ne veux pas dire que nous ne souffrons plus, mais l'arsenal aujourd'hui des antalgiques, des antibiotiques, des anesthésiques, etc. est tel qu'aujourd'hui, on trouve naturel qu'un médecin reçoive dans son cabinet une femme de 60 ans qui n'ait jamais souffert. Ça arrive. Je ne veux pas dire que nous ne souffrons plus. Mais statistiquement, il y a une douleur, une histoire de la douleur telle que, par exemple, comparons cette femme qui vient d'entrer au cabinet du médecin et qui n'a pas souffert toute sa vie avec Louis XIV, qui est le plus grand monarque du monde au XVIIe siècle et qui a hurlé de douleur tous les jours. Il souffrait d'une fistule anale inguérissable. Il n'a été opéré de la fistule anale qu'en fin de vie par un médecin connu, des historiens. Mais vous voyez, entre le plus grand potentat du monde entouré des meilleurs médecins de son royaume qui souffre tous les jours et qui hurle tous les jours, à côté d'une Madame Untel de Liège ou de Namur, qui n'a jamais souffert. Vous voyez, le gradient de différence est gigantesque. Tenez, je vais vous donner encore un autre exemple sur la santé. Je m'adresse à vous, mesdames. Vous savez sans doute que dans les maternités ou dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la généralisation de la péridurale, n'est-ce pas? Mais qui parle de la généralisation de la péridurale chez les philosophes ou les journalistes? Personne. Or, c'est une date extraordinaire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos compagnes vont accoucher, pas tout à fait sans douleur, mais statistiquement presque sans douleur. Mais quelle est la longueur de l'histoire que cet événement arrête? Ben, Homo sapiens, tu accoucheras dans la douleur. Homo néandertal avait un bassin large, il accouchait dans la douleur. Quand Homo sapiens arrive, le bassin est étroit, il accouche dans la douleur. Cet événement a une mesure de nouveauté gigantesque. 4, 6, 7 millions d'années. C'est gigantesque. C'est une plaque tectonique profonde auquel on ne pense pas. Mais le fait du changement par rapport à la nature à cause du chiffre des agriculteurs, le changement par rapport au corps de nos compagnes et de nous-mêmes par rapport à la douleur, mieux encore, l'explosion de l'espérance de vie. Au XIXe siècle, une femme avait 30 ans d'espérance de vie. Je cite par cœur, vous pouvez me faire confiance, Alfred de Musset, son interlocuteur dit à Marianne: Madame, vous avez 16 ans, il vous reste 6 ans pour être aimée, 6 ans pour aimer et 3 ans pour recommander votre âme à Dieu. Oui, c'est-à-dire une femme de 30 ans devait recommander son âme à Dieu. Aujourd'hui, une femme de 30 ans d'une fraîche jeune fille, jeunesse. Le début dans la vie. Oui. Donc, l'espérance de vie devient verticale dans les années 50-60, et du coup, nous étions 1,5 milliard sur la planète, nous sommes brusquement 6,5 milliards.
Et donc ce n'est plus la même humanité, ce n'est plus le même rapport au corps, ce n'est plus le même rapport au monde, mais je suis en train de creuser la crevasse. Vous voyez donc que la crise dont on parle n'a plus rien à voir aujourd'hui avec cet espace de crevasse que je suis en train de dessiner sous vos yeux et qui est simplement et qui est simple puisqu'elle touche nos activités les plus élémentaires, l'agriculture, puisqu'elle touche notre rapport immédiat à la vie, c'est-à-dire corporel. Tenez par exemple, tout le monde dit qu'on se déshabille sur les plages pour des raisons érotico-sexuelles. Plaisanterie. Vous pensez bien que bien avant, notre corps, celui de nos ancêtres, était couvert de cicatrices, de bubons, de plaies purulentes, inguérissables. Il n'était pas montrable. Nous nous mettons tout nus parce que nous sommes visibles. Nous sommes devenus visibles, nous ne l'étions pas. Vous savez que les aristocrates du XVIe siècle avaient la fraise. Vous vous rappelez de cette fraise qu'ils avaient? C'était tout simplement pour dissimuler ce qu'on appelait à l'époque, avec honte, le collier de Vénus, qui était une des apparences de la grande vérole, de la syphilis. Les glandes du cou éclataient, tout simplement. Et donc ils avaient des fraises pour dissimuler ces choses-là. L'habit nous cachait nos hontes, tout simplement. Aujourd'hui, on peut se déshabiller, on est montrable. Ouais. Le corps a changé, le nombre a changé. Tenez, je vais prendre un autre exemple encore plus frappant. Je suis de ceux qui pensent que les nouvelles technologies ont réellement transformé le rapport culturel, la transmission, etc. On pourra en parler dans les questions, mais je ne vais pas parler sur les nouvelles technologies, ça serait trop long, trop vaste. Je vais juste prendre un mot, le mot adresse. Quelle est votre adresse? Alors vous allez me donner votre adresse, madame, pour que je puisse vous rendre visite. Vous allez me dire 128 boulevard de la Reine, avec le code de Bruxelles, etc. Très bien. Alors j'examine cette adresse et je vois qu'il y a 128, le chiffre de votre maison, puis 1030 Bruxelles, le nom du quartier. Qu'est-ce que sont ces chiffres-là? Ces chiffres-là déterminent les distances. C'est-à-dire le 128 est beaucoup plus loin du 0 que le 60, tout simplement. Donc vous habitez dans un espace mesurable, maîtrisable. Cet espace, j'en appelle à ceux qui savent un peu de mathématiques, est connu dans les mathématiques, dans la géométrie, on appelle ça l'espace euclidien, ou plutôt l'espace cartésien, où il y a des mesures, des métriques. Mais à cette adresse, vous recevez plus, vous avez remarqué, que de la publicité que vous jetez à la poubelle tous les matins. Vous remarquez. Et maintenant, les vrais messages que vous recevez, c'est sur votre téléphone cellulaire, 06 en France, etc., ou sur votre courriel, comme disent les Québécois, ou votre ADEL, adoptez comme les Québécois le vrai mot, adresse électronique, ADEL, c'est magnifique, n'est-ce pas, mesdames? Vous recevez sur votre ADEL, et votre ADEL, c'est quoi? C'est michel.serre@, je sais pas quoi, je vous donne le faux, évidemment. Et le code du téléphone portable et de l'ordinateur, ou de votre ADEL, ce sont des codes. S'il y a des chiffres, ça ne définit pas des distances du tout. Et par conséquent, ces codes-là sont tels qu'ils vous donnent trois accès universels. Un, à quiconque, parmi vos amis ou n'importe qui, par le cellulaire, à n'importe quel lieu, par le GPS, des lieux que vous ne connaissez pas, et à n'importe quel contenu du savoir par la toile. Vous avez accès universel. Vous êtes donc voisin de tout et de tous. Donc vous n'habitez pas un espace qui est mesuré par des distances qu'il faut franchir pour atteindre ces buts, mais vous avez un espace qui est entièrement des espaces de voisinage. Les mathématiciens savent que ça s'appelle ça un espace topologique. Nous n'habitons plus le même espace. Le saviez-vous? Et attendez, c'est que le mot adresse, faisons un peu de langue française, le mot adresse a un préfixe, ad. Nos amis anglais mettent même 2D pour bien le faire voir. Et puis ensuite, il y a dress, n'est-ce pas? Dress. Et c'est le mot latin directus, qui veut dire le droit. Le droit.
côté juridique, le droit. L'adresse est un fait de droit. Très bien. Mais dit rectus a de nouveau un préfixe dit, trait d'union rectus. Hein, et le rectus, c'est rex, le roi. Alors, messieurs les politiques, l'adresse a un sens géométrique, l'espace, deuxièmement, un sens juridique, le droit, et ensuite politique, le roi. Et pourquoi l'adresse est là? C'est tout simplement parce que si vous habitez au 128 en question, le roi ou l'inspecteur des impôts peut vous envoyer le gabelou si vous n'avez pas payé vos taxes, ou si vous avez commis un délit, la maréchaussée va débarquer pour vous saisir par corps. Bon. Par conséquent, habiter un espace suppose un droit et une politique, n'est-ce pas? Et si vous changez d'espace, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si, ayant changé d'espace sans distance, c'est-à-dire en voisinage, il faudra peut-être inventer un nouveau droit et peut-être une nouvelle politique. Et donc, le fait, avec des nouvelles technologies, de changer d'adresse, comme je l'ai dit, est un phénomène d'une profondeur incroyable. Vous voyez que je descends dans des plaques très profondes. C'est-à-dire que là, nous avons changé d'espace, l'humanité n'habite plus le même type de monde spatial, mais cela a des conséquences à la fois juridiques et politiques. Vous voyez maintenant, vous pouvez mesurer maintenant, j'espère, avec cette liste d'événements que je viens de citer, vous pouvez remarquer la profondeur et la largeur de la crevasse dans laquelle nous vivons. Nous vivons des transformations dont nous n'avons même pas idée. Nous n'avons plus le même corps que nos parents ou que nos grands-parents. Nous n'avons plus le même rapport à la nature que les paysans que nous fûmes il y a à peine 2 générations ou 3. Je suis sûr que dans la salle, comme moi, la plupart d'entre vous ont un grand-père ou un arrière-grand-père paysan, n'est-ce pas? Et bien voilà que l'humanité n'est plus dans cet espace, n'est plus dans cette terre, n'est plus dans cette pratique, avec un autre corps, avec d'autres liens, et ainsi de suite. Vous voyez donc que là, la transformation est colossale, colossale. Je voudrais ajouter quelque chose qui n'est pas dans mon livre, et qui m'a été suggéré par un mot que Martin Legros a dit tout à l'heure, et il a parlé de l'Académie française. Vous savez que l'Académie française est une institution qui s'occupe de la langue, et qui ne s'occupe que de la langue. Et elle a pour fonction, depuis 4 ou 5 siècles, depuis Richelieu, de publier, lorsqu'elle a fait le tour de A à Z de la dite langue, des mots, de publier un dictionnaire qui fait foi. C'est un dictionnaire qui fait référence auquel la plupart des autres dictionnaires, quand ils sont édités, se réfèrent. Eh bien, j'ai un peu regardé l'histoire de ces publications, et cette histoire est très révélatrice. Je voudrais vous en donner la primeur. Je ne l'ai pas écrit dans mon livre, mais je le regrette parce que vous allez pas voir pourquoi. Les dictionnaires en question sont publiés en gros tous les 2 décennies, tous les 20-25 ans, en gros. Le temps, il faut bien 20 ans pour faire le tour complet de la langue. Il y a quand même entre 150 000 et 180 000 mots. Entre 2 publications du dictionnaire, c'est-à-dire 25 ans, le gradient de changement est généralement et constant dans toute l'histoire, est de 2500 à 3000 mots. C'est-à-dire 3000 mots nouveaux arrivent et 3000 mots nouveaux anciens se perdent. En gros, c'est ça. Le changement de la langue, ça fait, disons, 4 changements par siècle de ce genre. Savez-vous, aujourd'hui, quel est le gradient de changement entre la dernière édition du dictionnaire et celle qui va paraître dans quelques années, dans 2-3 ans? Le gradient de changement est de 35 000 mots. 35 000 mots. Et ce changement m'a étonné, mais ne m'a pas étonné du tout, dès lors que c'est plus le même corps. Dès lors que c'est plus le même espace, dès lors que ce n'est plus le même nombre, dès lors que ce n'est plus la même mort, que ce n'est plus la même naissance, que ce n'est plus... il faut bien que la langue se transforme. Et du coup, les métiers se sont tellement transformés
eh bien, que la langue est en train de changer et que probablement, dans 3-4 générations, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants ne parleront plus la même langue que vous. Si le gradient de changement est de 30 000 mots et qu'il y a 150 à 180 000 mots en langue française, eh bien, en 4 publications, c'est fini. C'est-à-dire, la langue que vous parlez est équivalente à ce qu'on appelle, au Moyen-Âge, l'ancien français. Que vous ne comprenez plus, moi non plus. Qu'il faut un spécialiste pour déchiffrer. Vous voyez là qu'il y a un miroir linguistique extraordinairement raffiné des changements dont je viens de parler. Et ne croyez pas d'ailleurs que les changements soient dus à l'envahissement vraiment de la langue anglaise. Pas tout à fait. C'est dû simplement aux transformations dont je parle et au changement de métier. Voilà en gros la description que j'ai voulu faire dans le livre Temps des crises de l'état historique que nous sommes en train de traverser. C'est-à-dire, sans nous en rendre compte, nous avons subi des changements, mais beaucoup plus importants que des changements historiques, par rapport auxquels, je ne sais pas moi, la révolution industrielle est un jeu d'enfant par rapport à ça. Vous voyez, des transformations vraiment extrêmement profondes, extrêmement décisives, et dont probablement la crise économique ou financière n'est que le frémissement superficiel du sol, alors que les plaques profondes là sont vraiment beaucoup plus décisives pour définir cet état-là. Voilà en gros la première partie du livre, qui est la partie disons diagnostique. Alors la seconde partie est une partie pronostique, on peut en parler si vous voulez par la suite, mais je voulais vous frapper d'abord sur la partie diagnostique. Voilà. Alors si vous voulez poser des questions sur la prochaine partie ou des choses comme ça. Voilà en gros, si vous voulez, la description que vous trouverez dans mon livre et qui, je crois, fait comprendre vraiment l'état actuel dans lequel nous sommes. Et ce qui me frappe le plus dans ce diagnostic-là, c'est que nous n'ayons pas eu conscience des changements aussi décisifs. Vous voyez, que cela se soit passé sans que quoi. Alors maintenant, je vais essayer de faire voir où est la plaque. C'est que probablement nous vivons en ce moment dans des sociétés où les institutions globalement n'ont pas beaucoup changé par rapport au moment où ces changements ont été décisifs. J'ai l'impression que nos institutions ne bougent pas beaucoup et que les corps, la vie, la durée de vie, le choix de la naissance, la douleur de l'accouchement, l'espérance de vie, la croissance démographique, etc., ont été décisives pour les changements sans que nos institutions bougent beaucoup. Alors du coup, puisque les institutions n'ont pas bougé, eh bien, on voit très bien comment les religions sont en crise, que les hôpitaux sont en crise, que les universités sont en crise, que l'enseignement est en crise, etc. Vous qui avez des métiers divers, vous savez bien que dans votre métier, il y a des choses qui frémissent beaucoup, qui tremblent beaucoup, qui se transforment énormément. Ben, c'est bien normal, puisque chacun d'entre nous sait dans son propre métier que la transformation est en train de se faire et que ça bouge sous vos pieds. Un peu comme dans le tremblement de terre que j'évoquais en 1989 à Stanford, où on entendait un tonnerre profond sous les pieds, et je disais, mais qu'est-ce qui va arriver, vous voyez, ce transformement en question. Voilà en gros, alors la question évidemment c'est maintenant, est-ce que, Michel Serres, vous pouvez nous faire voir la lèvre aval de la crevasse? C'est-à-dire, je vous ai fait voir la lèvre amont, en gros, ça se passe autour des années 60, 65, je donne beaucoup d'importance à l'année 70, par exemple. En l'année 70, il se passe des choses vraiment très décisives. Par exemple, d'ailleurs, les sociologues le savent, toutes les courbes changent en 70. Par exemple, l'OMS, il y a une date qui m'a beaucoup frappé, l'OMS éradique la petite vérole de la totalité de la planète. C'est-à-dire, s'il y a des médecins dans la salle, ils savent ce que c'est ou comment faire pour guérir un malade. Bien, l'OMS a guéri une maladie.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire, la maladie a été totalement éradiquée de la surface du globe. Il n'y a plus de petites véroles. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à une décision étrange, n'est-ce pas? C'est que les biochimistes se sont aperçus que le porteur de la petite vérole était un monocellulaire si important qui devait contenir beaucoup de secrets concernant la vie humaine, la santé, etc. Et on a demandé de ramasser 2 ou 3 de ces monocellulaires, et ils se trouvent dans des coffres-forts, un en Allemagne, un en France, un aux États-Unis, etc. On a conservé comme mémoire de l'humanité le truc de la petite vérole, de smallpox. Mais c'est la première fois qu'on avait une décision concernant. On aurait pu d'ailleurs. C'est un des grands regrets de l'OMS, éradiquer beaucoup d'autres maladies, mais ça a été impossible à cause de certaines idéologies, de certaines cultures qui ont refusé de faire un certain nombre de gestes. On aurait pu éradiquer des maladies beaucoup plus importantes. Voilà. Donc, je peux dater, je peux approfondir, je peux faire voir la largeur de la crevasse, je peux faire voir comment ça se transforme. Toute la question est de savoir comment on va sortir, qu'est-ce qu'il y a le nouveau qui va sortir de la crise. Voilà, c'est ça la question, évidemment, que je traite dans la deuxième partie, mais sur lequel maintenant je vous demande je m'impose d'écouter vos questions. Voilà, vous voulez. Alors c'est le bon moment de la conférence, vu que c'est vous qui parlerez. Toute cette technologie tue la technologie en définitive. Attendez, il faut que vous commenciez parce qu'au début, vous n'aviez pas la technologie. Allez-y. Bonsoir monsieur, je trouve que tout ce que vous venez de dire, oui. Que avec la science, avec toutes ces nouveautés, qu'à la fin on peut dire que la technologie tue la technologie aujourd'hui. On n'a plus rien à refaire. Que la technologie tue la technologie. Tue la technologie. Ah oui. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire, tout ce que je peux répondre à votre question est une chose simple. C'est que il est vrai que ce qui concerne l'agronomie, par exemple, ou la fin des agriculteurs, ça touche évidemment les sciences de la vie et de la terre. Ça touche à la fois l'agronomie, ça touche l'histoire naturelle, ça touche le problème des espèces et la biochimie. Et puis, de la chimie des engrais, par exemple. Là, il y a une révolution verte dont toutes les viennent de la science. Ça, c'est vrai. Pour ce qui concerne la santé, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, la pénicilline sort des laboratoires, les sulfamides aussi, les antidépresseurs ou les douleurs viennent des laboratoires, c'est donc la science. De la science à la technologie, il y a un passage qui est pas complètement maîtrisé. Pourquoi? Parce que autant il est clair que les causes générales de ces transformations viennent du milieu scientifique, autant il est moins clair de le juger pour la technologie, parce que les technologies sont immédiatement plongées dans des conditions financières, industrielles, sociétales, politiques et idéologiques. Et tout à l'heure, je vous ai dit que telle et telle maladie n'avait pas pu être éradiquée pour des raisons culturelles, idéologiques et ainsi de suite. Par conséquent, je peux répondre sur la causalité scientifique, je peux difficilement répondre sur la causalité technologique. Vous voyez, voilà. Moi, je voudrais juste vous poser une question, une objection, pour rebondir un peu. S'il est vrai que nous avons véritablement changé de condition humaine, puisque c'est le sens... Presque. Et j'ai proposé à ce sujet, non pas hominisation, parce que ça serait trop lourd, j'avais proposé hominescence. Voilà. Mais en admettant que, puisque si on change de corps, si on change, si la durée de vie, si le rapport à la vie, à la mort, si le rapport à l'espace, si tout change, comment se fait-il que nous trouvions encore en Pascal, en Montaigne, en Platon, en toutes les grandes lumières qui ont parlé de notre condition? Parce qu'ici, il parlait d'une autre condition, si je vous entends. Oui, absolument. Comment se fait-il qu'on trouve encore qu'il nous éclaire si bien sur notre condition?
Est-ce qu'on les lit mal? Comment se fait-il que la religion, les grands discours religieux, la religion, en avait annoncé sa disparition, elle fait un retour monumental, universel. Oui. Comment se fait-il que la religion, qui était formée dans une condition autre? Alors je réponds, en effet. C'est une question terrible, mais c'est une question qu'il faut examiner de près. Je crois que les deux questions concernant, disons, la culture, ou si vous voulez, les grands philosophes, d'une part, dans le passé, et la religion, de l'autre, ces deux questions sont posées de façon trop globale. Et si j'examine, par exemple, la philosophie de Descartes, par exemple, je vais trouver en lui 1001 concepts que je voudrais bien complètement éliminer. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables de 2 ou 3 catastrophes, etc. Je vais trouver, au contraire, chez Platon, des vues très anticipatrices, mais je vais trouver que sa théorie de la connaissance ne colle plus avec. Donc il faut regarder de façon très précise et voir que ce n'est pas en bloc toute la philosophie qui m'illumine, mais que ça doit être trié, que ça doit être un peu examiné de près. Vous voyez, il y a des choses que je dois rejeter de certains des philosophes qui m'ont formé. Deuxièmement, la religion. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'une religion? Je ne vais pas définir la religion, c'est trop fort pour moi, et puis j'ai pas le temps, et puis je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, mais c'est un mot. Et dans le mot religion, il y a le mot relier. Oui, tout le monde dit ça. Que religare, ça veut dire ce qui relie les hommes entre eux. C'est possible. Ou ce qui relie les hommes avec une transcendance. C'est possible. Mais il y a une seconde étymologie beaucoup plus intéressante. C'est relegere. C'est-à-dire relire. Et un chrétien, un juif, un protestant, un catholique, etc., c'est par cœur cette affaire de la relecture. C'est que la religion des premiers chrétiens n'était pas celle du Haut Moyen-Âge, qui n'était pas celle de la Renaissance, qui n'était pas celle de l'âge des Lumières. Pourquoi? Parce qu'elle était sans arrêt soumise à une relecture. Et donc, l'adaptabilité du religieux ou l'adaptabilité des philosophes pour comprendre la condition humaine tient précisément compte de cette relecture sans arrêt du texte sacré ou du texte de réflexion philosophique. Et la preuve, c'est que la plupart des universitaires aujourd'hui en philosophie sont des commentateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire commentateur? Ça veut dire aujourd'hui, on comprend Leibniz de cette façon, Aristote de cette façon. L'Aristote du Moyen-Âge n'était pas l'Aristote de Heidegger, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc il y a un phénomène de relecture qui fait que si nous sommes éclairés par la philosophie ou la religion, c'est parce qu'elle a été suffisamment relue. Et si les religions sont en crise, c'est qu'elles ne sont pas assez relues aujourd'hui. Ou relues au sens, non pas seulement adaptées au monde moderne, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire relues au sens du religieux. C'est ça. Le religieux, c'est la relecture perpétuelle d'un texte fondateur. Voilà, la réponse est claire. Enfin, non, je ne vais pas faire de la publicité. Oui, à propos de... Je peux tenir le micro. À propos de religion, vous avez mentionné au début tous les grands changements de l'humanité, notamment cette prise de conscience globale de la Terre. Et donc on voit bien la fragilité de la Terre, des écosystèmes, le réchauffement climatique, etc. Et il me semble qu'il y a comme une crispation autour de ces notions qui pour moi ressemble comme la naissance d'une nouvelle religion, la religion de l'économie d'énergie, de l'écologie. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous ne craignez pas, enfin ça c'est ma crainte personnelle, mais qu'en pensez-vous, d'un risque de nouveau totalitarisme lié à l'écologisme ambiant? Ah oui. Lorsque j'ai écrit le contrat naturel il y a 25 ans, un monsieur, un philosophe, a écrit un livre contre ce livre-là en disant que j'étais un fasciste, un nazi, un totalitarisme, etc. Si, il l'a dit. Il est devenu ministre du coup. Si, mais non, je vous mets au courant. Luc Ferry pour le nommer.
Il est devenu ministre, je vous assure. Oui, oui. Il a gagné un poste formidable grâce à ça. Non. Toute idéologie, cher ami, est en risque de prendre le pouvoir. Et toute idéologie est aimable, sauf quand elle prend le pouvoir. Et quand elle prend le pouvoir, évidemment, elle devient du doctrinaire et du totalitaire, ça c'est sûr. Nous n'en sommes pas tout à fait là, parce que de toute façon, pour le moment, les questions aujourd'hui sont assez risquées pour être plutôt victime d'un totalitarisme qui serait autre, vous voyez, qui continuerait à détruire l'environnement, vous voyez. Mais bon, c'est un risque possible. Oui, dès qu'arrive une philosophie, elle peut devenir une doctrine, elle peut recruter des doctrinaires, et elle peut devenir une orthodoxie, c'est-à-dire un totalitarisme. C'est vrai. Il n'y a pas de doute. Évitons-le. Parce que nous pouvons l'éviter pour une raison simple, c'est que nous sortons d'un état de l'histoire où des idéologies sont devenues des totalitarismes. Vous voyez? Et là, quand même, nous sommes vaccinés. Oui, on est vacciné. Ah si, quand même. On ne tombe pas deux fois dans le même piège, je crois, quand même. Pour rester sur ces questions-là... Si, le vaccin, le public n'a pas l'air converti. Le vaccin, ça compte. Par exemple, je sais pas... Tartuffe arrive dans une maison et il veut coucher avec la mère, voler le père, épouser la fille, etc. Et puis bon, on arrive à se débrouiller, il s'en va. Est-ce que vous croyez que cette famille va recevoir le second Tartuffe? C'est peu probable. Et il est vacciné. Il y a un phénomène de vaccin. Alors, bon. Pour rester justement sur cette question de la... Lénine aurait dit que faire sur la question de la politique qui découle de votre diagnostic. Vous dites dans votre livre, tenir compte de tous ces changements oblige à une étrange sortie de la politique. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur cette formule? Lorsque je dis sortie de la politique, je dis deux choses. Pardonnez-moi s'il y a des hommes politiques dans la salle, je ne veux pas dire que sortie de la politique au sens... je dis simplement que le mot politique est intéressant parce qu'il vient de polis, la ville, et que nous sommes tous aujourd'hui en ville, et que nous n'avons plus de rapport à la terre en question ou à l'environnement en question, comme l'avaient nos ancêtres paysans qui étaient à 80% dans le sol, enfin, dans un rapport à la terre. Et par conséquent, là, j'hésite sur le sens du mot politique à cause de sa racine de la ville. Bon. Deuxièmement, je préfère commencer par une anecdote, ça sera plus clair. Un jour, j'ai été invité à une émission de télévision, à l'époque où j'étais jeune, parce qu'on refuse les vieux maintenant, j'ai été invité avec Monsieur Boutros-Ghali, qui avait été le président de l'ONU pendant un certain temps, qui est un homme charmant, cultivé, etc. Alors, on nous a posé une question, on nous a donné 15 secondes pour répondre. On a parlé pendant 15 secondes, puis on est parti. Et le bénéfice, c'est que j'ai parlé avec M. Boutros-Ghali au bistrot en face pendant 4 heures. Mais il n'y avait pas la télévision, évidemment. Et pendant la discussion, qui a été vraiment très très passionnante, je lui ai posé la question, mais l'eau, mais la terre, mais les poissons, voyez, mais les espèces vivantes qui disparaissent à tel et tel rythme. Et il m'a fait une réponse extraordinairement précise et que je voudrais vous rapporter parce qu'elle est vraiment révélatrice de ce que j'ai dit et de ce qu'a lu Martin Leroux tout à l'heure. Et il m'a dit, vous savez Michel, chaque fois que je pose cette question à un fonctionnaire d'une institution internationale, il me répond, je ne suis pas là pour parler de ces problèmes, je suis là pour défendre les intérêts de mon gouvernement. Pour défendre les intérêts. Et c'est tout à fait juste. Il représente la Belgique, il représente la France ou les îles britanniques, etc. Donc il est là pour défendre les intérêts du gouvernement. Et oui, mais qui défend les intérêts des poissons? C'est un vrai problème. Parce que on va discuter entre les syndicats de pêcheurs et le gouvernement belge sur les quotas de pêche. Oui, mais c'est très bien. Mais on va se mettre d'accord pour pêcher. Mais qui défend les poissons? Ils sont muets comme des carpes.
Et la question là, c'est ça que j'appelle la sortie du politique, c'est-à-dire le politique est noble et il a comme mission hautement respectable le Parlement. Le Parlement, qu'est-ce que ça veut dire le Parlement? C'est la représentation où on parle. Et c'est-à-dire la politique, c'est une affaire de dialogue, c'est une affaire de négociation et de discussion, c'est une affaire de verbe. Et oui, mais la plupart des choses que nous devons défendre aujourd'hui n'ont pas la parole. Mais n'ont pas la parole, pas parce qu'on ne la donne pas, parce qu'elles ne l'ont pas du tout. Et maintenant, je recommence, c'est-à-dire que quand on examine l'histoire du droit, on voit très bien que, je ne sais pas, au début du droit, n'allons pas jusqu'à Babylone, mais Athènes n'avait de droit que les mâles de 45 ans. Et ils n'avaient pas le droit à la parole, ni les femmes, ni les vieillards, ni les enfants, ni les esclaves, ni les étrangers. On appelait ça la démocratie à l'époque. Et puis peu à peu, à mesure que le droit avance dans l'histoire du droit, alors les gens qui n'avaient pas la parole prennent le droit à la parole, ils deviennent sujets de droit. D'accord ? Et bien aujourd'hui, nous sommes à la limite de ça. C'est-à-dire, nous avons donné la parole à tout ce qui a la parole, même l'embryon. Et il reste à faire un pas déchirant, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas du tout. Et j'ai appelé ça, il y a 25 ans, le contrat naturel. Voilà. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut que le droit fasse un pas de plus dans l'évolution, c'est-à-dire donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Mais comment on fait ? C'est toute la question de la seconde partie du livre. Je me souviens qu'un de vos amis, Bruno Latour, a eu cette proposition un peu fantasque, mais en même temps que je trouve intéressante. Il avait dit le Sénat en France est censé représenter les territoires. En réalité, il ne représente que des représentants au sens classique. Et il avait proposé que le Sénat devienne un lieu où on mettrait en représentation et où les parlementaires, en quelque sorte, représenteraient qui un fleuve, qui une région. Mais Bruno Latour est mon ancien élève et Mais c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça que je lui avais dit. D'accord. Et d'ailleurs, en hommage à la Belgique, j'avais même appelé ça la waffle. C'est-à-dire de représenter W, l'eau, A, l'air, etc. C'est-à-dire une assemblée mondiale qui serait représentative de l'eau, l'air, la terre, le feu et les vivants. Vous voyez ? C'est ça que dit Bruno, pas plus. Oui. Et alors, non, mais je critique personne. Et seulement, qui sera là? Et voilà, les poissons ne sont pas là. Alors évidemment, la seule réponse que j'avais pu donner à la question, c'était les savants de la vie et de la terre qui seraient là pour représenter, voilà. Et bon, ça m'a été beaucoup reproché de dire oui, mais les savants ils sont pas élus, etc. Bon, très bien. Il est vrai que ce livre-là, qui est paru, je crois, fin novembre, Copenhague est arrivé 2 mois ou 3 mois après. Et c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que ce livre-là est le pré-Copenhague réel. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague? Il s'est passé ça, précisément. Il y avait quoi à Copenhague? Oh, c'était passionnant. Il y avait le GIEC, le groupe international d'études sur le climat, qui a fait un rapport énorme de plusieurs milliers de pages, je l'avais lu, c'est vraiment un rapport très puissant. Bon. Et puis il y avait les 173 chefs d'État. Il y avait 2 populations là. La population qui était l'initiatrice de l'affaire et la population qui était la pratique de l'affaire ou l'opératrice de l'affaire. Mais la première population était experte non élue, et l'autre population était élue, non experte. Vous voyez ? Et toute la question que je me posais, et ce pourquoi Copenhague a peut-être échoué, c'est que les 2 populations ne sont pas assez rapprochées. Et mon utopie, et c'est une utopie, c'est de dire qu'est-ce qui se passerait si ces 2 populations se rapprochaient au maximum ? Voilà. Qu'est-ce qui se passerait là ? Et là, en effet, c'est pas une sortie du politique, c'est un autre type de pensée politique concernant le problème en question, concernant le problème le plus urgent aujourd'hui. Oui. Une question là-bas.
Oui, vous nous avez montré un petit peu la profondeur et la largeur des fractures que nous avons traversées ou que nous sommes en train de traverser actuellement. Mais je voulais quelque part... Où êtes-vous? Je suis là. Ah, parfait. Pardonnez-moi, oui. Je voulais quelque part vous ramener dans le présent, dans la lecture de ces fractures, et vous demander comment vous analysez la crise, ce que nous vivons nous actuellement comme la crise financière, comme une crise de ce nomadisme dont vous parlez. Comment est-ce que vous faites ce rapport entre le court terme et ce long terme que vous essayez de nous montrer? Où est-ce qu'on en est actuellement dans une histoire de la déterritorialisation oui. de ce que certains appellent la sherwoodisation des individus? Alors, je ne suis pas sûr que le mot nomadisme soit vraiment adapté à ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le nomadisme est un mot d'éleveur, c'est-à-dire c'est un mot du néolithique, et vous savez que dès le néolithique, il y a eu les deux métiers qui ont émergé. La domestication des espèces de flore, ça a été l'agriculture, la culture, et la domestication des espèces de faune, ça a été l'élevage. Et ça a déterminé assez rapidement une coupure entre deux populations, les éleveurs et les cultivateurs, qui sont souvent d'ailleurs entrés en opposition assez vive. Mais le nomadisme, là, ne peut être pensé que dans un espace où il y ait des distances. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans ces distances-là. Le terme nomadisme est trop archaïque pour être adapté au monde actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est pas un bon concept. C'est un concept désuet, mais trop désuet. Vous voyez? Aujourd'hui, nous ne sommes pas nomades du tout. Je voudrais vous frapper. J'ai une petite fille très intelligente à qui j'ai fait lire Robinson Crusoe. Et elle me l'a rendu en disant « Oh, c'est excellent, mais pourquoi cet imbécile avait-il oublié son portable ?» Non, mais vous riez, mais c'est vraiment très profond, cette affaire. Vous voyez, c'est-à-dire que pour elle, l'espace dans lequel elle vit ne peut pas comprendre Robinson Crusoe. C'est absurde. Alors, la seule chose que j'ai pu lui répondre, c'est, tu sais, l'île en question, elle n'était pas arrosée elle était en dehors du réseau. Oui. Ah, elle était en dehors du réseau. Mais plus rien n'est en dehors du réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non seulement le nomadisme n'est pas un bon concept pour comprendre, mais même l'île déserte, vous voyez, à la Robinson Crusoe, est un concept qu'on ne peut vraiment difficilement comprendre. Vous voyez. Voilà ce que je répondrais sur le nomadisme. Mais sur l'autre dimension de la question, qui était l'articulation entre la crise financière, la crise économique et cette crise beaucoup plus profonde que vous mettez en lumière, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a eu, à un moment donné dans la crise financière, alors on a peut-être été tous arnaqués par cette conscience, ce sentiment-là, mais on a eu le sentiment qu'à un moment donné, on se dit enfin, l'économie prend la mesure du fait qu'elle dépend en réalité des États, de la politique, etc. Elle va enfin en prendre conscience. Et du coup, les États sont venus à la rescousse des économies. On a l'impression de s'être fait arnaquer par ce raisonnement. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu tout de même dans cette crise financière, une formule que vous citez souvent dans votre livre et que je trouve très forte, c'est nous dépendons enfin des choses qui dépendent de nous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de dépendance mutuelle qui est en train de prendre C'est une des pages auxquelles je tiens le plus. Vous avez raison d'en parler, Martin Leroux. C'est la chose suivante, c'est que dans l'Antiquité, et puis dans l'Antiquité, ça veut dire jusqu'à mon grand-père, les gens distinguaient de façon claire et distincte les choses qui dépendaient de nous et les choses qui ne dépendaient pas de nous. Très bien. C'est-à-dire, il est bien clair que le fait de labourer la terre et d'élever les poules dépendait de moi, mais que le climat ne dépendait pas de moi, mais que l'arrivée des maladies ne dépendait pas de moi, et que le plus souvent, de faire un enfant ne dépendait pas de moi. Enfin, on les faisait un peu à l'aveuglette. Bon. Très bien. Arrivent à ce moment-là les philosophes modernes, c'est-à-dire, disons, 17e, 18e, Descartes et les Lumières, et qui prennent la décision, réellement, d'augmenter le capital des choses qui dépendent de nous.
Alors, faisons maintenant le bilan. En effet, ce qui ne dépendait pas de nous se met à en dépendre. Par exemple, la date de naissance de mes enfants. Pas la date, évidemment, mais de faire un enfant, ça dépend de moi. Je ne le fais plus à l'aveuglette. Même peut-être la date de ma mort, parce que si je m'arrête de fumer, si je m'arrête de boire des boissons alcoolisées, si je fais de l'exercice physique et surtout intellectuel, je vieillirai beaucoup moins. Bon, et donc, ces choses commencent à dépendre de moi. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que presque tout dépend de nous. La preuve, c'est que même le climat dépend de nous. Que, vous voyez, si on avait dit, même à vos grands-parents, que le climat dépendrait d'eux, ils vous auraient rayonné. Mais désormais, on sait, par le GIEC précisément, que le climat dépend de nous. Donc, l'ensemble des choses qui dépendaient pas de nous est passé dans l'ensemble des choses qui dépendaient de nous. Donc, aujourd'hui, tout ou presque dépend de nous. La planète, le climat, etc. Et nous nous apercevons par une troisième état que nous dépendons des choses qui dépendent de nous. Mais c'est vrai du climat, c'est vrai de la planète, mais c'est vrai de l'argent. Nous y sommes. C'est-à-dire, en effet, la circulation monétaire, qui est de plus en plus volatile en raison de nouvelles technologies, elle dépend de nous, elle dépend des traders, évidemment. Mais tout d'un coup, pam, ça revient en retour. Vous voyez? Donc, nous dépendons aujourd'hui des choses qui dépendent de nous. Cette situation est très complexe et très en feedback, si vous voulez, en alimentation en retour, et doit être prise en compte. Et c'est ça le nouvel état des choses. Que nous dépendons des choses qui dépendent de nous. Bon. Oui. Je voudrais, monsieur, vous poser une question qui est peut-être... Ne regrettez pas, voyons. Là. Oui. Elle est où? Je suis là. Ah oui, pardon. Oui. Ah oui. Oui, bonsoir. Un petit peu en marge de discours qui circule maintenant. Du discours qui circule maintenant. Nous nous intéressons cette année de façon approfondie à l'histoire des migrations. Malgré l'histoire des migrations. Malgré la réticence des instances éducatives et politiques sur tout ce qui est ancrage dans le passé, comme vous savez. Ceci dit, ma question est la suivante. J'ai le sentiment que l'émigration accompagne un grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Des grands tournants sont généralement accompagnés, précédés ou accompagnés de migrations. Et on constate ça... Oui. Vous avez parlé de la préhistoire, mais bon, c'est récurrent à la fin de l'Antiquité, au XIe, XIIe siècle, au XVIe, bien entendu, au XIXe très certainement, et au XXe encore pour de toute autre raison, et au XXIe siècle aussi. Je voudrais avoir, puisqu'on parle de crise et de grandes transformations, que pensez-vous de l'association mentale de la migration et de grandes transformations dans l'histoire de l'humanité? Merci. Alors, le phénomène de migration, comme vous l'avez dit, n'est pas nouveau. Non seulement il n'est pas nouveau, mais il caractérise l'homme. C'est-à-dire, nous savons maintenant, par le grand récit dont parlait Martin Legros tout à l'heure, que nous sommes probablement nés en Afrique, nous, Homo sapiens, que nous avons quitté l'Afrique à un certain moment et que nous avons envahi d'abord l'Europe occidentale, puis ensuite l'Asie. Il y a 60 000 ans, nous sommes descendus en Australie, et il y a 25 000 ans, nous avons traversé le détroit de Bering, et en descendant le long des Rocheuses et des Andes, on a atteint la Terre de Feu en à peu près 12 à 15 000 ans. Par conséquent, le phénomène de migration définit l'humanité comme une espèce expansive. Il y a peu d'espèces expansives, mais il y en a. Les fourmis sont expansives, certains monocellulaires sont expansifs, les loups sont expansifs, l'espèce humaine l'est aussi. Donc, vous pouvez remplacer presque le terme migration ou migrant par expansif. C'est une catégorie, si vous voulez, de biologie ou d'histoire naturelle. Nous sommes une espèce expansive. Très bien. D'ailleurs, ça fait partie de nos batailles. C'est-à-dire, il y a des tribus plus expansives que d'autres, et les guerres, souvent, opposent des tribus expansives à cause, justement, de ce caractère d'expansivité. Très bien.
Alors, bon, l'émigration maintenant, on peut regarder ça de plus près. Ça, c'est le côté Homo sapiens, mais effectivement, ce que dans les cultures que nous avons apprises à l'école, on a appris, par exemple, les guerres médiques des Grecs et les guerres puniques des Romains. Eh bien, c'est tout simple, c'est une histoire des migrations. C'est-à-dire, les guerres médiques, ce sont des guerres qui ont opposé les Grecs aux Perses dans un phénomène géant qui couvre des millénaires où l'Asie migre vers l'Europe et en retour l'Europe migre vers l'Asie. Il y a une sorte de vague comme ça qui fait aller-retour sur des rythmes millénaires. De la même façon, les guerres puniques entre Rome et Carthage, c'est un cas particulier d'un phénomène migratoire qui vibre comme ça entre les populations sémites et les populations indo-européennes. Tantôt ça monte, et les sémites montent vers Stockholm, et tantôt les indo-européens descendent jusqu'à Bamako. Vous voyez, ça fait une sorte de phénomène de ce genre. Par conséquent, en effet, nous sommes soumis sur le très long terme à des phénomènes migratoires de ce genre, nous en tant qu'espèce et nous en tant que famille linguistique ou famille culturelle. Voilà ce qu'on peut dire des migrations, mais il n'y a aujourd'hui réellement rien de nouveau sur cette question dès lors qu'on déploie cette histoire sur un temps suffisamment long. Alors, ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est des phénomènes migratoires tels que, je crois que Stockholm est la ville qui a le plus d'immigrés, je crois. C'est Stockholm, je crois, qui a le plus d'immigrés venant du Maghreb, je crois. Donc le phénomène est très long, très profond, il va très loin, mais il ne fait que répéter une histoire que nous connaissons depuis assez longtemps. Alors, moi, je peux en parler de façon technique, pour une raison très simple, c'est que je suis professeur, ou je l'étais, mais je le suis encore, professeur d'université. Et la question qu'on me pose souvent, c'est de dire, mais voyons, est-ce qu'il y a une grande différence d'enseigner à la Sorbonne ou d'enseigner à Stanford? Et je dis non, il n'y a plus de différence. Pourquoi? Parce qu'autrefois, j'enseignais plutôt à des Français à la Sorbonne et plutôt à des Américains à Stanford, et que c'est fini depuis déjà 20 ans. C'est-à-dire que désormais, nous enseignons à des mélanges. Et que le titre du mélange est un peu plus africain, moyen-oriental ou maghrébin à Paris, un peu plus asiatique, japonais ou mexicain en Californie, mais que où que vous alliez dans les universités, on n'enseigne plus qu'à des mélanges, ce qui est simplement le phénomène qui ajoute deux composantes, la composante du déplacement dont j'ai parlé tout à l'heure et la composante migratoire dont vous parlez. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait ça ne détermine pas des crises gigantesques, je crois. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. Ah oui. Oui, en fait, donc vous avez donné l'étymologie de religion, qui était reléguer, relire. Est-ce que vous ne pensez pas que vous placez en contrairement au discours, disons, du Vatican, quoi, qui serait plus une répétition plutôt qu'une relecture des textes. Ah, je serais un suppôt du Vatican, c'est ça? Non. Je voulais dire justement le contraire. C'est que pardon. Le Vatican... que je suis anti-Vatican. Voilà. Ah, d'accord. Je ne sais pas quelle est votre position, plutôt, disons, par rapport au discours du Vatican, quoi. Si, je dois avouer, ce n'est pas un aveu personnel, mais c'est simplement, tout le monde le sait. Vous savez sans doute qu'au Vatican, il y a depuis maintenant 1935, je crois, 36, une académie des sciences. Une académie des sciences qui comporte des astronomes, des mathématiciens, etc. C'est sans doute pour se dédouaner par rapport à l'affaire Galilée qui a été inventée. Et cette académie des sciences comporte des dizaines de prix Nobel. Elle est de première importance. C'est peut-être une des meilleures académies du monde en ce moment. Mais elle comporte 80% d'incroyants.
Mais c'est des gens qui sont et on est appelé quelquefois par cette académie comme expert. J'ai été appelé 2 ou 3 fois par cette académie pour parler de questions telles et telles et telles, vous voyez. Et donc oui, je suis allé au Vatican. Oui, mais bon, pour cette raison-là. D'autre part, l'étymologie de religion, pour parler alors techniquement, est controversée. C'est-à-dire, on pense que c'est relié, mais on n'en est pas sûr. On pense que c'est relire, on n'en est pas complètement sûr. C'est-à-dire entre ligarer, vous savez, c'est un mot très énorme. C'est-à-dire obligation vient de là. Obligation, religion, ligue. C'est le ligarer du lien. Voyez. Et puis le légérer, qui est une fléchie par rapport à ça. Je ne crois pas qu'il y ait de décision sur les hésitations des linguistes sur ce point. La seule chose que je peux vous dire et que j'ai trouvé, c'est que si vous mettez à ligue, qui est la racine du mot, un autre préfixe, par exemple, parlons de ceux qui nient la religion. Alors on va les appeler négligents, ce qui est joli, n'est-ce pas? C'est-à-dire négligent, c'est-à-dire celui qui néglige. Et ça serait celui qui, précisément, ne tient pas compte du religieux. Il serait négligent. C'est assez élégant comme décidément, je fais ma propre publicité, il faut que je m'arrête. Une dernière question, là. Monsieur, oui. Ça arrive. Monsieur Serre, je voudrais revenir sur la sortie du politique. Oui. J'imagine que vous voulez dire la sortie du politique traditionnel tel que... Oui, bien sûr. Oui, c'est ça que j'ai dit, oui. Mais je voudrais vous pousser vers l'entrée d'un autre politique. Oui. Alors, j'ai été frappé par deux métaphores que vous avez faites. Oui. Le passage de l'espace euclidien à l'espace topologique, oui. avec par le biais de l'adresse. Oui. Hein, l'adresse qui n'est plus géographique, mais oui. qui est maintenant électronique. Et puis aussi l'autre métaphore qui est celui de la représentation, le Parlement. Oui. Le Parlement, de parler. Le oui. parler, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Qui ne l'ont pas. Alors, en se basant sur ces deux éléments qui me semblent être fondamentaux dans une vision du futur, comme d'un changement, de deux changements très importants, comment voyez-vous l'instauration d'une autre forme de politique ou de politique? C'est la même question. Je ne la vois pas. Peut-être je la verrai, mais je crois que l'essentiel pour moi dans ce livre-là et les précédents, parce que j'en ai fait 4 sur cette question, et j'ai fait le contrat naturel, le malpropre, la guerre mondiale et le temps des crises. Peu à peu, j'arrive à voir de façon lucide des éléments comme ceux que vous citez, c'est-à-dire le changement d'espace, c'est-à-dire l'évolution du droit, etc. Et peu à peu, j'essaie de construire la réponse à votre question, mais je dois dire que je ne l'ai pas encore construite. Je suis pas au bout. Je suis pas au bout. C'est mon travail à venir, si vous voulez, mais c'est votre travail à venir aussi bien, parce que la construction du politique, c'est pas moi, c'est vous, c'est tout le monde, bien entendu. Mais là où je voudrais être le plus efficace, c'est en étant le plus lucide possible sur les éléments qui nous travaillent aujourd'hui, les vrais, pas ceux dont on parle généralement, mais ceux, voilà. De découvrir ça, un nouvel espace, de découvrir des choses comme ça, et peu à peu le puzzle peut se mettre en place, et peut-être ce ne sera pas moi qui trouverai la nouvelle constitution ou la nouvelle institution, mais ce sera quelqu'un d'autre qui m'aura lu ou qui m'aura pas lu, etc. Mais c'est comme ça qu'on travaille ensemble, voilà. Alors non, je suis pas au bout de mes peines à ce sujet, voilà, tout simplement. Michel Serres, pour ne pas terminer sur une note, c'est pas tragique, mais c'est pas tragique, c'est une inquiétude c'est ça le boulot. Grande. Je résiste pas à la tentation parce que je sais qu'il y a dans le public des fanatiques de Tintin. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, nous dire en quoi est-ce que l'œuvre de Tintin, philosophiquement, a compté pour vous? Alors ça remue des souvenirs qui pour moi sont à la fois délicieux et émouvants.
En effet, j'ai connu Hergé pendant 20 ou 25 ans. Ça a été, je l'appelais mon ami de vieillesse. Il y a des amis de jeunesse, vous savez, c'était mon ami de vieillesse. Et je l'ai beaucoup aimé, c'est vrai. Et je me rappelle la première conférence que j'ai fait sur lui, ici même, à Bruxelles, il y a de ça peut-être 30 ans ou 40 ans. Je me suis aperçu avec stupéfaction qu'il était dans la salle et je le connaissais pas. Et c'est terrifiant pour un conférencier, bien entendu. Et il est venu me voir à la fin de la conférence, il m'a dit « Est-ce que vous êtes sûr que je suis si intelligent que ça ?» Et c'est comme ça qu'a commencé notre amitié. Alors je peux répondre, si vous voulez. Alors prenons un exemple, il va prendre un exemple au hasard. L'oreille cassée. Tout le monde a lu l'oreille cassée. Enfin, que ceux qui n'ont pas lu l'oreille cassée se sont... Mais l'oreille cassée, ça commence au musée ethnographique, vous l'avez remarqué, et ça finit au musée ethnographique. Alors, je vous passe sur ma démonstration, elle se trouve dans un livre immortel que j'ai écrit aux éditions Moulinsart et qui s'appelle Hergé mon ami, et il y a une démonstration sur l'oreille cassée, sur le fétichisme, en disant que c'est dans ce texte-là qu'il y a la philosophie la plus profonde sur le fétichisme. Bon, je vous passe là-dessus. Mais lisez-le, et ça serait trop long de le raconter. Mais je veux simplement dire, ça commence au musée ethnographique, ça finit au musée ethnographique, et est-ce que vous avez dans l'esprit la statuette de la dernière image, hein? Elle est rapetassée avec des fils de fer, des éclisses, etc. Hein? Eh bien, cette image, regardez-la, elle est d'une profondeur inouïe. Je m'explique. Qu'est-ce que vous croyez qu'est un organisme vivant? Tout le monde croit que cet organisme est un système. Et le mot système est un mot philosophique qu'on utilise pour dire le système vivant. Mais non, c'est pas un système, c'est pas du tout un système. Comme c'est un résumé d'histoire, et que derrière votre organisme, il y a quelques millions d'années d'évolution, vous pensez bien que c'est un truc qui a été arrangé, mais un peu selon les circonstances. Et par exemple, votre cerveau, enfin le nôtre, notre cerveau a des lobes frontaux qui sont consacrés à la réflexion métaphysique, même dans le cas de Martin Legros, formidable. Mais derrière, il y a un cerveau reptilien qui date vous voyez. Et imaginez-vous que le cerveau, dans ce cas-là, c'est une brouette sur laquelle il y a un ordinateur. Et oui. La brouette date de très longtemps et l'ordinateur est très récent. Et le cerveau, c'est ça. Mais c'est ça, c'est une brouette, enfin même une brouette, un char à bœuf sur lequel il y a un iPhone. Et c'est ça. Mais c'est vrai, ce qui est vrai du cerveau est vrai du cœur, est vrai des poumons, est vrai des intestins, etc. Et par conséquent, c'est pas un système, c'est du rapetassage. Oui, et ça a réussi, pourquoi? Parce que c'est la moins mauvaise des solutions. Hein, c'est ça Darwin. Mais regardez comment il est fait le fétiche rapetassé comme ça. C'est la meilleure image qu'on puisse avoir d'un organisme vivant. Vous vous rendez compte? C'est ça. C'est pas une statue harmonieuse à la manière de la Vénus de Milo. C'est pas la Diane de Houdon. Non, c'est ça. C'est le truc rapetassé.